Bon, rien. À la prochaine. Au revoir. Bien, bonjour mes chers amis, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre nouveau cours, la grammaire expliquée, et c'est notre 8e leçon. Notre 8e leçon de français où nous approfondissons les bases de notre langue française, les bases de la grammaire, les notions les plus importantes. Et je veux rappeler tout de suite, avant de débuter, qu'il nous faut tout d'abord bien comprendre avant d'apprendre et d'appliquer la théorie. Comprenons bien la théorie que nous exposerons, étudions-la ensuite, apprenons-la et appliquons-la. En trois pas bien précis. Comprendre, apprendre, appliquer. Mais comme je demande très peu de connaissances à acquérir, je me dis ceci: apprendre la matière, c'est très très peu compliqué, parce que vous allez remarquer aujourd'hui, dans les quelques instants du tout début de notre leçon, nous allons faire un vrai tour d'horizon de ce que nous avons vu jusqu'à date. Et nous allons le faire en nous rappelant simplement les quelques points de base qu'il nous faut retenir. Nous développerons notre mémoire avec les quelques points de base que je vais vous préciser dans un instant, mais avant même de commencer, il nous faut nous rappeler que nous avons travaillé sur les 8 principales natures de mots. Et les 8 principales natures de mots, nous avons toujours à nous poser la question: tu es un petit qui, toi? Alors, si je vous demande, tu es un petit qui, et vous me répondez, bien entendu, moi, je m'appelle Pierre, moi, je m'appelle Normand, moi, je m'appelle Jean-Guy. Alors, c'est très, très bien, je vous reconnais, parce que je vous ai déjà connu. C'est la même chose en ce qui a trait à notre nature de mots, le déterminant qui détermine un nom. Ensuite, nous avons, et je vais vous le placer ici, avec le déterminant qui détermine le nom. Vous avez ensuite le nom qui désigne soit une personne, un animal ou une chose. Encore, nous avons également, l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif donne sa qualité au nom. Donc, nous avons 3 mots. Le déterminant, celui qui détermine le nom, il sera soit article, soit adjectif, démonstratif, possessif, numéral, indéfini, interrogatif ou exclamatif. Alors, quand nous l'aurons devant le nom, nous dirons c'est un adjectif qui donne une qualité au nom, tout simplement. L'adjectif qualificatif, lui, il donnera sa qualité au nom. Excusez, le déterminant déterminera le nom. Les 6 que je viens de vous nommer détermineront le nom, en disant soit qu'il montre, des mots démonstratifs, soit qu'il indique le possesseur, adjectif possessif. Adjectif numéral, si je vous dis qu'il y en a 3 livres. Donc, les 3 livres, 3 est un adjectif numéral qui indique le nombre d'objets. Et ensuite, l'adjectif indéfini, quand il y en aura quelques livres. Quelques déterminera plus ou moins le nombre de livres. L'adjectif interrogatif, qu'est-ce qu'on fera? On interrogera. Nous poserons la question et nous demanderons: quel livre veux-tu utiliser? Est-ce que tu veux utiliser le dictionnaire des difficultés ou bien le vrai dictionnaire qui nous donne la signification des mots? Alors, quel livre?
je vous pose la question, donc c'est un adjectif interrogatif. Et le dernier, mais quand je m'exclame, moi, et que j'arrive devant un paysage, et que je dis, quel beau paysage j'ai aperçu ce matin. Quel beau paysage. Le mot paysage est un nom. Et le mot quel, en m'exclamant, c'est un adjectif exclamatif. Alors vous voyez tout de suite ces trois groupes de mots, déterminant, article ou adjectif, le nom et l'adjectif qualificatif forment ce que nous appelons le groupe nominal. Mais vous allez peut-être me dire actuellement, écoute Marcel, tu nous as expliqué ça dans les 7 premières leçons. Je vous comprends très très bien. Mais si vous me permettez, c'est que je veux revenir pour faire cette petite synthèse et parler également des pronoms et parler peut-être en ce qui a trait au nom composé et l'adjectif composé. Rappelez quand même ces quelques points-là pour ceux qui n'ont pas eu l'avantage de prendre l'émission au tout début. Et je sais très bien que l'an dernier, on m'a dit à plusieurs reprises, Marcel, je viens juste de prendre ton émission et on est rendu à la 15e émission. Et les 14 premières, est-ce que je peux les avoir? C'est malheureux. Quand on n'a pas commencé au début, les bases de la langue française, de la grammaire française, peuvent être légèrement instables. Et ce qu'il faut, c'est peut-être d'aviser rapidement tous vos amis, vos parents, tous ceux qui sont intéressés à suivre le cours, de ne pas attendre à la 12e et à la 15e. Il y en aura 40. Et je vous disais, dans les débuts des émissions, je vous disais que nous aurions, à la fin de notre 40e leçon, la possibilité de nous présenter à un examen du secondaire, du cégep ou de l'université. Alors, actuellement, nous avons passé les 3 principales natures de mots. Nous avons également entrepris le pronom. Et nous avions dit que le pronom, c'était un mot qui remplaçait un nom, d'une façon très générale. Alors, règle générale, quand nous employons le pronom, c'est que nous remplaçons le nom. Et nous avons, par exemple, un pronom qu'on va appeler le pronom personnel. Nous appellerons le pronom démonstratif, des pronoms possessifs, pronom indéfini, pronom interrogatif et pronom relatif. Donc, il y a juste 6 mots à retenir. Les autres, tous les pronoms, nous les reconnaîtrons à mesure que nous avancerons dans nos explications et dans notre compréhension de notre langue française. Alors, quoi de mieux que de retourner à mon tableau? Mon tableau, ça, c'est mon instrument qui est celui qui me permet de comprendre en appliquant notre théorie. Mais n'oubliez pas que à chaque fois que nous revenons sur la matière déjà enseignée, nous approfondissons la matière. Qu'est-ce que nous faisons? Regardez bien ici, nous entrons le clou. Et quand je donne un coup, c'est que le clou pénètre graduellement. À la 40e émission, le clou sera complètement entré. Ça signifie quoi? Ça signifie que la théorie que nous approfondissons, c'est à force de frapper sur le clou qu'on le fait entrer. C'est à force de revenir sur notre théorie que nous approfondirons graduellement cette matière qui semble parfois complexe, mais quand même qu'on se doit véritablement de bien comprendre. Alors, nous commençons, nous y allons immédiatement et nous passons tout de suite à notre révision du pronom. Mais comme je viens de vous le dire tout juste avant, je vous avais dit que je toucherais en quelques instants, le nom composé. Et le nom composé, pour une simple raison, c'est que je disais dans le nom composé que le nom et l'adjectif s'accordent. Ce sont les deux qui sont variables. Ils varient ces deux-là. Alors, s'ils varient ces deux-là, j'ai par exemple des coffres forts. Et des coffres, ça c'est un objet. Et des coffres forts,
F-O-R-T-S, c'est l'adjectif fort. Donc, j'ai un nom et j'ai un adjectif. Les deux sont variables, ils s'accordent, tout simplement. Si maintenant, j'élimine celui-ci et je dis, par exemple, quand on rencontre le nom et la préposition avec un autre nom, comme ceci, par exemple, des arcs en ciel. Des arcs-en-ciel, qu'est-ce que j'ai dans ça? Un nom, un autre nom, mais j'ai une préposition. Si j'ai la préposition, on arrête là pour l'accord. On n'accorde plus le reste. On va accorder le mot arc, le nom qui est ici, et ça veut dire des arcs qui sont produits dans le ciel. Donc, les arcs qui sont produits dans le ciel fait que le mot ciel reste au singulier, dans le ciel. Ça, c'est lorsque nous avons le nom et la préposition et un nom qui suit. Quand nous rencontrons un adverbe, une conjonction, ou encore un verbe, ou encore la préposition, ces trois mots-là, et la conjonction, bien entendu, mais c'est très rare qu'on l'emploie. Quand on rencontrera des passe-partout, qu'est-ce que j'écrirai? P-A-R-T-O-U-T. Partout est l'adverbe parce qu'il indique l'endroit. Et le mot passe est un verbe pour passer partout. Alors, quand je dis des passe-partout, c'est un verbe et c'est un adverbe. Les deux sont invariables. Ça devient clair, ça devient facile à comprendre. Et je vous invite dans ce temps-là à bien maîtriser ça en comprenant, non pas en retenant par cœur constamment. Ce n'est pas la mémoire qui importe, là. C'est plutôt la compréhension, la logique de l'explication. Il y aura des cas particuliers, je vous comprends, où dans la langue française, on aura des ambiguïtés, des difficultés à comprendre. Mais dans l'ensemble, dans 95% des cas, le français est quelque chose de logique. De logique, le bon sens. Alors, le bon sens et la logique. Alors, 95% des cas. Il y a des petits cas particuliers, des exceptions, et je vous comprends. Lorsque vous arrivez à vos exceptions, je sais qu'à ce moment-là, vous vous dites, tiens, encore une autre exception. Encore une autre exception qui va me compliquer la vie, qui va me donner de la misère à écrire correctement. Je vous comprends. Je vous comprends. Je vous dis même qu'il y a beaucoup d'individus qui décrochent dans les écoles secondaires à 35%. On le disait encore il y a quelque temps dans les journaux, 35% d'échecs. Des élèves qui décrochent partant du primaire, du secondaire 1, aller au secondaire 5, on ne se rend pas aux examens de secondaire 5. La raison, dans bien des cas, on ne comprend pas nos mathématiques, on ne comprend pas notre physique et notre chimie, parce que les problèmes de physique et de chimie ne sont pas compris dans la langue française. On ne comprend pas la phrase où on pose la question dans l'exposé de la physique ou de la chimie, ou encore dans les mathématiques. Alors, quand on ne sait pas exactement ce qu'on demande dans le problème, l'individu accroche dans ses matières de sciences, ou encore de mathématiques, ou encore de français. Et pour quelle raison? Parce que son français n'est pas maîtrisé. Et quand on retrouve l'individu à son français qu'il ne réussit pas à maîtriser, c'est que trop souvent, nous insistons dans les écoles, nous insistons trop à quoi? À toutes ces exceptions. Toutes les exceptions que nous rencontrons, là. On insiste sur les exceptions et il faut apprendre les exceptions. De grâce, éliminons donc les exceptions et voyons donc le 85 à 90% ou 80-85% de tout l'ensemble de la grammaire française et on maîtrisera cet ensemble de 85%. Vous ne trouvez pas ça logique, vous autres? Moi, je trouve que c'est très logique, ça. C'est très logique. Et quand on aura maîtrisé notre 85%, nous irons voir les exceptions. Et on ne découragera pas l'individu.
On ne découragera pas nos jeunes à passer notre temps à leur flanquer des exceptions. Et je vous le dis, et c'est un petit peu un sursaut d'humeur qui me le fait dire aujourd'hui. Pour une raison, l'an dernier, il y avait eu 40% d'échecs à l'université dans les examens d'entrée. L'année précédente, 40% d'échecs à l'université. Et cette année, les chiffres, quels sont-ils? Vous les connaissez probablement à cette heure-ci. Alors, quand on est rendu qu'on a 40% d'échecs, n'oublions pas que cette année, ceux qui ne réussissent pas leur examen à l'université, leur examen de français à l'université, ne seront pas acceptés. On devra attendre un an. On devra se perfectionner. Alors, nous avons actuellement l'avantage, où que nous soyons dans la province, nous avons cet avantage. Dans votre région, on vous permet de suivre le cours de français. Profitez-en, vous êtes dans votre salon. Et également, vous avez cet avantage, tout simplement, de bénéficier de la grammaire expliquée que vous voyez sur votre écran. Alors, vous n'avez tout simplement qu'à vous la procurer dans toutes les librairies de votre région. Vous avez votre grammaire expliquée et votre cahier d'exercice. Alors, tout simplement, revenons à nos oignons, si on peut dire l'expression, et n'oublions pas que les bases de la grammaire française sont importantes avant de voir les exceptions. Et les exceptions, quand le 85%, comme j'ai dit tantôt, sera vu, vous ajouterez vos exceptions. Quand vous construisez une maison, qu'est-ce que vous faites? Vous construisez vos fondations. Vous construisez le premier étage et le deuxième étage, peut-être, les murs, les appartements, les pièces. Et quand vous avez terminé ça, vous demeurez dans votre maison. Mais qu'est-ce que vous faites la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante? Vous améliorez. C'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez améliorer votre français après avoir eu vos notions de base. Et c'est ce qui va faire que bon nombre d'étudiants ne décrocheront pas à cause de la compréhension plus ou moins approfondie de leur langue française. Donnons-nous tous la chance. Nous l'avons, cette chance-là. Vous l'avez encore cette année, et à tous ceux qui entreprennent ce cours-là pour la première fois, profitez-en, parce qu'il y en a qui vont le voir pour la deuxième fois. Le cours l'an dernier, le français à la portée de tous, qui avait été présenté par Vidéotron Saint-Hubert, avait eu un très grand succès dans toutes les régions où il a passé. Et cette année, il s'en va dans d'autres régions en plus de celles qui l'ont déjà passé. Et c'est pour cette raison que le nouveau cours, la grammaire expliquée, vous est offerte aussi bien sur la côte nord que dans le bas du fleuve, dans la région de Québec, la région de l'Estrie, la Beauce, la région de la Mauricie, la région de Montréal, la rive sud de Montréal, la rive nord de Montréal. Bien oui, du côté de l'Outaouais, du côté de l'Abitibi. Profitons-en tous. Et allons au plus important, et ensuite, vous fignolerez votre compréhension de la langue française. Alors, on se rappelle, je reviens maintenant, et maintenant que j'ai dit ce que je pensais du côté de cette compréhension de l'ensemble de la langue française, après, apportez des décorations à votre langue française du 85%, rendez-vous à 88, 90, et à ce moment-là, tout sera parfait. Cette situation où je vous ai mis véritablement dans une prise de conscience que la langue française, elle est importante. Et je disais l'an dernier, ce n'est pas en se promenant avec des pancartes qu'on va sauver la loi 101. On sauvera la loi 101 quand on respectera chacun sa propre langue, sa langue française. Et nous inviterons les Anglais, les allophones, les Italiens ou autres, Grecs, etc., à venir apprendre notre langue parce que nous la parlerons bien. Nous l'exprimerons avec beaucoup de clarté, beaucoup de simplicité, et nous la prononcerons bien, notre langue. Alors c'est dans ce sens-là que je vous dis, mettons-y le cœur. J'y mets du cœur, moi. Mais je veux que vous tous, qui m'écoutez présentement, dans votre salon, utilisez
les exercices de la grammaire expliquée. La grammaire expliquée que je vous expose. Alors, allons-y maintenant avec beaucoup de facilité pour finir notre révision et entreprendre la partie des pronoms que nous avions déjà commencé dans la dernière émission. Alors, on se rappelle que les adjectifs composés, qu'est-ce qu'on fait avec? Les adjectifs composés, les, sourds-muets. Les sourds-muets, quelqu'un qui est sourd, un adjectif. Quelqu'un qui est muet, un adjectif. Les sourds-muets, qu'est-ce qu'on fait? Les adjectifs s'accordent, tout simplement. S'il est question maintenant d'une expression, comme on va dire par exemple, des rubans marrons. Des rubans marrons, B-A-N-S, parce que c'est un nom avec un déterminant, et marron, M-A-R-R-O-N. Pourquoi marron, R-O-N? Parce que ça, c'est un fruit, ça, le marron. Et ce sont des rubans de la couleur du marron. Donc, si c'est de la couleur du marron, le mot marron ne s'accordera pas. Tout simplement, M-A-2-R-O-N. Et non pas des rubans marrons, R-O-N-S. C'est de la couleur du marron. Ça, c'est le fruit, le marron. C'est le fruit. Alors, si c'est un fruit de la couleur du marron. Et si je dis, par exemple, la personne s'est installée, s'est organisée, et elle s'est achetée, pour la circonstance, une cravate paille. Une cravate paille. Ou des cravates paille. P-A-I-L-L-E. Des cravates paille. Et paille, parce que c'est un nom, ça. C'est un nom, ce n'est pas un adjectif. Et c'est un nom qui désigne la couleur de la paille, tout simplement. Et c'est pour ça que le mot paille ne s'accorde pas. Vous avez tout ça dans votre grammaire expliquée. Et à mesure que j'avance dans les explications, je tourne la page dans votre grammaire et vous poursuivez l'explication page après page, exactement de la même façon. Si on dit dans les couleurs, les adjectifs qui désignent la couleur, on va dire par exemple des chandails bleu marin, bleu marine, des chandails bleu marine, et non pas bleu marin, mais bleu marine, ou encore vert foncé, et si je dis des chandails, et j'écris D-A-I-L-S, parce que le déterminant me dit qu'il est au pluriel, bleu marine, les chandails sont d'un bleu couleur de la marine. Et les chandails sont d'un vert qui est foncé. D'un vert au singulier qui est foncé. Qu'est-ce qui est foncé? C'est le vert qui est foncé. Parce qu'il y a un vert pâle et un vert foncé. Il y a un vert pomme, il y a un vert tendre. Alors, le vert qui est foncé, c'est, et accent aigu parce que c'est le vert, c'est le vert qui est foncé. Et des chandails vert foncé va s'écrire V-E-R-T-F-O-N-C-E accent aigu. Ah, là, on a un tas de petites choses qui sont comprises maintenant. Et c'est de la logique, ça. Alors, il s'agit simplement de comprendre ces choses-là et automatiquement, on n'a pratiquement plus besoin de les apprendre. Et on aboutissait après ça avec ce qu'on appelait le pronom. Alors, quand on rencontrait le pronom, vous vous souvenez que j'avais séparé ça et j'avais parlé du pro-mère. Et quand je dis un petit peu cette révision-là, vous vous souvenez que j'avais utilisé dans les premières leçons cette petite pierre ici, cette petite pierre que j'avais recueillie sur le rivage en faisant le tour de la Gaspésie. Et quand je m'étais procuré cette pierre-là, je m'étais dit, ça va être une belle pierre, ou non pas, je vais m'en servir pour la lancer vers quelqu'un, mais je vais montrer à quelqu'un que, à force de revenir sur une pierre avec le rivage, l'eau qui s'en vient et qui glisse constamment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poli cette pierre-là. Et elle l'a poli dans toutes les directions.
Et la pierre a roulé et elle a été polie un peu plus par la suite, un petit peu dans la direction. À l'extrémité, elle est très, très unie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous faisons une révision et nous revenons encore sur la théorie qui a été vue déjà et nous polissons notre travail. Nous polissons. Nous faisons que la pierre devient unie, lisse. Le travail que nous faisons ici, exactement la même chose. Qu'est-ce que nous faisons? Nous revoyons de temps en temps. Et je vais dire, comme on disait autrefois, c'est celui qui répétera le plus souvent. Celui qui va répéter le plus souvent, c'est celui-là qui va être le bon professeur. Alors moi, je me dis, allons-y, c'est la façon de fonctionner. Répétons de temps en temps pour permettre à ceux qui peut-être n'ont pas toujours bien saisi la première fois. Ah, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont peut-être se servir de vidéos pour enregistrer. Mais je vais vous dire honnêtement, ça me fait plaisir, moi, parce que je sais très bien que le cours que je donne, il est bénévole à part de ça. Il est bénévole pour vous rendre service à vous. Et je rends service à la population, et c'est dans l'occasion que j'ai actuellement de vous le permettre, de vous asseoir chez vous, dans votre salon. J'avais intention d'appeler le cours « Le français en pantoufles ». Mais il reste une chose, le cours n'a pas toujours lieu le soir. Le cours peut se passer dans l'après-midi. Alors, si on s'assoit l'après-midi, est-ce qu'on devra s'asseoir en pantoufles, là? Bien, c'est un petit peu difficile. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, on va prendre la grammaire expliquée, parce qu'on explique la grammaire tout au long de notre émission. Alors, quand je parle du pro-maire, bien, je parle de celui qui remplace le maire lorsqu'il n'est pas là. Lorsque le maire est absent dans une réunion, il est remplacé, la réunion se dirige par le pro-maire. Donc, le pronom va remplacer le nom. Et si le pronom remplace le nom, il y en a une série de pronoms, mais on n'a pas besoin d'apprendre tous les pronoms. Il s'agit simplement d'apprendre les 6, 4, 5 et 6. Les 6 mots. Il y a 6 mots qu'il faut retenir. Alors moi, je vous les explique, et après les avoir expliqués, vous avez tout de suite simplement à les reconnaître à la suite. Alors moi, je vous dis les 6 mots. Avant de faire une petite intermission, nous allons nous interrompre dans un instant pour parler d'une petite expression comme nous l'avions faite dans les semaines précédentes. Alors, nous disions que le pronom peut être un pronom personnel. Et on a vu dans la leçon précédente le pronom personnel. On a mis pronom NOM, personnel NEL. D'accord? Le deuxième était le pronom démonstratif. Démonstratif. Le pronom possessif. Le pronom indéfini. Le pronom interrogatif. Et le dernier, non le moindre, c'est un numéro important, le 6e, le pronom relatif. Et ces 6 mots-là, quand je vous parle de 6 mots, je vous dis le pronom personnel, démonstratif, possessif, numéral, ou plutôt numéral, il n'y en a pas. Alors, indéfini, interrogatif et relatif. Et il y en a 4 qui sont ici et on a entendu parler de ces mots-là déjà. On a parlé de l'adjectif démonstratif, l'adjectif possessif, l'adjectif indéfini, l'adjectif interrogatif, et on avait parlé de ça, mais on parle actuellement des pronoms démonstratif, possessif, indéfini, interrogatif. Et qu'est-ce qu'on faisait pour les reconnaître? Nous allons avoir l'occasion d'y revenir dans un instant. Là, nous allons nous rendre tout simplement à notre petit exposé au sujet de ce que nous appellerons les petites expressions, quoi. Petites expressions où je vous avais parlé la dernière fois de certaines expressions comme le bonhomme 7 heures et puis les poubelles qui venaient de M. Poubelle de France, hein, vous vous souvenez? C'est lui qui avait fait passer une loi à le fait que on mettrait maintenant les vidanges dans un sac ou dans une boîte au bord du chemin, plutôt que de les laisser là, pêle-mêle. Alors, M. Poubelle avait fait passer cette loi,
et il a obtenu que la loi soit mise en vigueur. Et après ça, quand on s'est mis à utiliser les sacs ou les poubelles, on a appelé ça des poubelles parce qu'elles venaient de M. Poubelle, tout simplement. Vous savez également que Christophe Colomb, lorsqu'il a quitté l'Espagne en 1492, il était parti pour aller faire une randonnée pour aller chercher des épices. Et c'était les épices, ils étaient plusieurs, la route des épices, et il s'en allait vers une direction dans le but d'aller se procurer des épices. Et c'était dans ce temps-là quelque chose de précieux, d'important. Et Christophe Colomb s'est rendu, non pas en Inde, mais il s'est retrouvé ici en Amérique. Or, les gens qui se sont procurés, les gens qui vendaient et qui vendaient des épices, ont ouvert des petites boutiques qu'ils ont appelées des épiceries. C'est une épicerie, c'est des endroits où on vendait des épices. Mais petit à petit, un peu comme dans les pharmacies, on vend des marteaux, on vend n'importe quoi. Un marteau pour se casser la tête, après ça on a une pilule pour guérir notre mal de tête. Bon, alors je dis ceci, on avait des épices, on vendait des épices, on appelait ça des épiceries. Petit à petit, on a entré autre chose que des épices. Et on a dit, bien, avec des épices, quand les gens viennent chercher des épices, on va leur ajouter également de la nourriture. On va apporter du pain aussi, on va mettre du pain. On va mettre du lait aussi. Et on va ajouter, on va ajouter, on va ajouter. Et on s'est retrouvé qu'aujourd'hui, nous appelons les endroits où nous allons chercher notre nourriture des épiceries. Une épicerie, c'est un endroit où on est censé vendre des épices, mais on vend presque tout, excepté les épices qu'on cherche habituellement quand on veut trouver le petit stand, là, le petit support pour contenir les petits pots d'épices. Hein? On les cherche tous et on demande aux vendeurs, est-ce que vous pourriez me dire à quelle place sont les épices? Oui, on cherche les épices. Et c'est une épicerie pourtant. Alors vous comprenez, tout change avec le temps. Avec les années, on modifie notre mode de faire, notre mode de penser, et c'est un petit peu ce qui s'est produit. Avec Christophe Colomb qui est allé sur la route des épices, et il s'est retrouvé ici en Amérique du Nord, et les épiceries sont devenues non plus simplement des ventes d'épices, mais par exemple des ventes de toute la nourriture, la viande, etc. Nous retrouvons ça. Et c'est pour dire qu'on a changé le terme et on accepte très, très facilement maintenant ce terme-là. Alors, c'est un petit peu l'information, le petit mot français qu'on expose. Et la prochaine fois, nous verrons peut-être un autre mot. On parlera des petits Jeeps la semaine prochaine. On parlera du Jeep. On se demande exactement d'où vient le mot Jeep. Vous savez, quand on dit on s'en va en petit Jeep, hein? Alors, on verra ça la semaine prochaine. Et ça nous permet de revenir tout de suite à notre matière, parce que la grammaire expliquée, il faut l'expliquer. Donc, s'il faut l'expliquer, alors je me permets immédiatement de vous apporter toutes ces considérations-là. Alors, on avait dit à propos du pronom, et on passe maintenant à certains points. Ce que vous voyez habituellement à votre écran, quand on vous le présente, j'ai fait agrandir la page de la grammaire expliquée. Et ce que vous avez là, c'est exactement ce que vous retrouvez dans votre grammaire expliquée. Et vous avez le pronom personnel. Et quand on parle de pronom personnel, nous disons tout simplement que le pronom personnel s'appelle ainsi parce qu'il désigne une personne grammaticale. Et quand on dit une personne grammaticale, c'est dans le sens de la grammaire. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière, lorsque j'ai expliqué le pronom personnel, j'avais parlé à propos du pronom personnel, j'avais dit que ça désigne une personne, mais c'est pas n'importe quelle sorte de personne, c'est pas une personne humaine, pas nécessairement une personne humaine, parce que je disais, il est blanc, ou bien, si je le frappe, en le frappant, il ne répond pas. Il ne se choque pas, il ne s'offusque pas de l'avoir frappé. Si quelqu'un m'arrivait et me disait, Marcel, tiens, tu mérites ça,
Et ça me ferait peut-être mal, plus mal que la petite tape que je viens de recevoir. Peut-être de la manière qu'elle m'aurait été transmise. Mais quand je dis « il est blanc », « il n'est pas gentil », puis quand je fais ça, ce n'est pas une personne grammaticale, c'est quoi? C'est une personne dans le sens de la grammaire. C'est une personne grammaticale dans le sens de la grammaire. Et si c'est dans le sens de la grammaire, bien on va se retrouver avec la première personne, la deuxième et la troisième personne. Et quand je vais parler de la première personne, ce sera qui? Ce sera celle qui parle. C'est exactement comme dans votre livre, là. Celle à qui l'on parle. À qui l'on parle. Et puis celle de qui on parle ou celle dont on parle. Ou la chose dont on parle. C'est peut-être la chose dont on parle. Dont on parle. Parce que si c'est un objet, ça va être une chose. Et invariablement, quand on va se retrouver à accorder notre verbe dans quelque temps, et ça s'en vient vite, maintenant que les pronoms seront passés, nous aborderons automatiquement la catégorie des verbes. Et quand on va parler de la première, de la deuxième et la troisième, invariablement, on arrivera avec le verbe. Et je commence à l'inscrire tout de suite, le verbe, pour vous donner simplement un petit peu l'eau à la bouche. Vous savez, un petit peu l'eau à la bouche, un petit peu comme, par exemple, si je prends une petite gorgée d'eau, vous me permettez de prendre ma petite gorgée d'eau? Merci, madame. Merci, monsieur. Quand je prends une gorgée d'eau comme ça, je viens de me mettre l'eau à la bouche, je me rafraîchis la gorge. En me rafraîchissant la gorge, je vais être en forme pour pouvoir poursuivre mon explication. Il y a des gens qui me disent des fois, « Ah, Marcel, tu es comique, toi, des fois, dans tes explications. Tu t'en vas, puis tu parles d'une simplicité. Comme... » Ben oui, mais écoutez, est-ce qu'on va se mettre maintenant guindé pour pouvoir donner un cours de français? Je m'en viens vous visiter dans votre salon. Bien, je veux être bien à l'aise et je veux que vous soyez, vous aussi, bien à l'aise. Alors, la personne qui parle, c'est le je, le me, le moi, le nous. C'est le je, le me, le moi, le nous. Et quand je vais dire « il me regarde », me, c'est qui ça, me? C'est moi, c'est la personne qui parle, tout simplement. Alors quand je vais dire « je, me, moi, nous », la première personne, tu, te, toi, vous, c'est la personne à qui je parle. Alors si je vous dis, par exemple, « tu as bien compris l'explication donnée », tu, mais qui ça tu? La personne à qui je parle, et c'est à vous. Tout simplement. Alors, la personne à qui je parle, si je dis « je te regarde dans les yeux », je, c'est la personne qui parle, moi, première personne, je, te, c'est qui ça, te? La personne à qui je parle. Et la personne à qui je parle, c'est toi, te veut dire toi. Je parle à qui? À toi. Et je te parle. Ou on peut dire « je parle à toi ». Donc, te et toi, ce sont les deuxièmes personnes. Alors, tu, et quand on a le tu, deuxième personne, le verbe va toujours prendre un S à ce moment-là. J'ai dit toujours. Peut-être quelqu'un va me dire, « Marcel, tu fais une erreur, Marcel. Tu fais une erreur. Parce que si je te dis d'écrire « tu peux », qu'est-ce que je vais écrire? « Tu peux, P-E-U-X ». Hein? Je t'ai rencontré, hein, dans le détour, hein? Regarde, tu peux, ce n'est pas toujours un S. Regarde, c'est un X ici. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je vous ai dit tantôt, je touche à 85% de tout l'ensemble. Les cas d'exception, je les signalerai à l'occasion, mais je ne veux pas qu'on en fasse une loi générale. C'est pour cela qu'on va se compliquer la vie si on entre dans toutes les exceptions. Alors, touchons à l'ensemble de la compréhension de la grammaire. L'autre, la troisième, la personne de qui on parle ou celle dont on parle. Bien, quand je vais dire, par exemple, bien, il m'a donné un pouce en voyageant. Il m'a donné un pouce. Il, qui ça? Il, la personne dont on parle. On parle de quelqu'un. Mais il a fallu pour ça qu'on en parle auparavant. Et on a nommé le nom auparavant. Et après avoir nommé le nom, au lieu de répéter le nom,
mon voisin, au lieu de répéter le mot voisin, bien, on va dire il. Mais qui c'est voisin? Il va remplacer le nom voisin qu'on a utilisé précédemment et on va le remplacer par le pronom. Exactement comme le maire a été remplacé par le pro-maire. C'est la même chose. Exactement comme ça. Alors, les trois personnes du pronom personnel, les trois sortes de pronoms. Première sorte, ici, pronom personnel à la première. Deuxième, le pronom personnel à la deuxième, la personne à qui on parle. Et le troisième, la personne dont on parle. Et on a aussi les mots le, la, les. Le, la, les. Et comme on va parler des verbes très bientôt, nous allons retenir une chose. Et pour quelqu'un, là, il y a un petit effort de mémoire. Là, je vais vous demander un petit effort de mémoire. Le pronom personnel, le, la, les, là, retenez COD. COD. Ça ne veut pas dire code, ça. Ce n'est pas un code, là. Ce n'est pas code nécessairement. Ça, COD, c'est un complément d'objet, parce qu'habituellement, c'est un objet, soit une personne, un animal, une chose, etc. Et direct, ça veut dire qu'on a posé la question de façon directe, en posant la question qui ou en posant la question quoi. Bon, quand on va avoir le, la, les, qui va être un pronom personnel, ça veut dire qu'il va, pronom, il va remplacer le nom. Alors, si je remplace le nom, il sera pronom personnel, il sera complément direct. À ce moment-là, le verbe, là, va être influencé. Là, le verbe sera influencé quand il sera un participe passé. Et mes amis, là, je vous envoie tout un tas de mots qui vont servir dans quelque temps. Le verbe, le participe passé. Ah, mais moi, Marcel, c'est là, moi, que j'ai de la misère, moi. Ah, moi, habituellement, je me comprends jamais dans ça. Eh oui, bien, restez avec nous. Revenez à chaque émission. Puis avertissez tous ceux qui ne se comprennent pas, là, de s'installer et puis de venir écouter l'émission. Alors, dites-leur de façon qu'ils n'arrivent pas trop tard. Alors, le, la, les, je vais vous donner un tout petit exemple à propos du le, la, les, qui est pronom personnel. On va dire, par exemple, les travaux sur la route sont terminés. Terminés. Point. Nous les reconnaissons par les pancartes qui sont affichées. Nous les reconnaissons. Nous reconnaissons quoi? Nous reconnaissons les, mais pour les travaux. Les travaux sont terminés, nous les reconnaissons ou nous les apercevons par les pancartes qui sont affichées. Alors, nous les reconnaissons, nous les retrouvons, qui sont les travaux. Alors, le mot travaux est un nom, le mot les, qu'est-ce qu'il est? Regardez, il est devant un verbe ici. Il n'est pas devant un nom, donc il n'est pas un déterminant. Il est un pronom parce qu'il remplace le nom travaux et personnel parce qu'il désigne une chose dont on parle. Et quand on dit les travaux sont terminés, on parle de ceux qu'on a vus là-bas, là. Et en s'en venant, on a aperçu les travaux. La preuve, c'est qu'il y avait des filets d'auto. Il y avait des filets d'auto qui ralentissaient pour pouvoir passer à côté de ces travaux-là, des endroits où il y avait de la réfection sur les routes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le mot lait. Qu'est-ce qu'il veut dire, lui, le mot lait? Servez-vous simplement de votre bon sens. Vous n'êtes pas obligé de retenir le mot lait comme quoi qui est pronom personnel. Mais regardez, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu es un petit qui, toi? Je ne suis pas un déterminant, je ne détermine pas un nom, il n'y a pas de nom ici. Donc, si je ne suis pas un déterminant, je vais être quoi? Est-ce que je suis un nom? Mais non, je ne suis pas un nom, ça, ce n'est pas un nom, le mot lait. Alors, ce n'est pas un adjectif qui donne une qualité. Est-ce que ce ne serait pas un pronom? Oui. Oui, c'est un pronom. Ah oui, parce qu'il remplace un nom. Mais alors, à ce moment-là, allez voir les 6 sortes de pronoms. Et c'est pour ça que tantôt, je vous disais, ce qui est très important, c'est surtout de reconnaître les 6 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le premier, c'est pronom personnel. Alors, les pronoms personnels, on va marquer pronom au pluriel maintenant, pour s'habituer. Pronom personnel. Alors, vous avez juste à vous demander, est-ce que c'est un pronom personnel? Il remplace un nom, un tu là. Est-ce qu'on parle de quelque chose? Oui, troisième personne du pluriel. Maintenant, est-ce qu'on parle de quelque chose à la troisième personne?
Alors, ici, le mot lait, nous les reconnaissons. Est-ce qu'on va mettre un S parce qu'il y a lait placé devant? Mais pas du tout. Parce que le verbe reconnaissons, nous le verrons quand nous parlerons du verbe, là, qu'on a dit tantôt. Nous parlerons ici du sujet. Et du sujet qui est à la première personne. C'est lui qui fait l'action de reconnaître. C'est nous qui faisons l'action de reconnaître. Et nous reconnaissons quoi? Nous reconnaissons quoi? Regardez la question que je pose. Regardez la question qui est ici. Nous reconnaissons quoi? Nous reconnaissons les, mis pour les travaux. Vous allez me dire, oui, mais nous reconnaissons les travaux. Nous reconnaissons les travaux, mais nous reconnaissons les, le mot les, qui est un pronom personnel qui remplace le mot travaux du masculin pluriel. Alors, nous les reconnaissons, nous et le sujet, reconnaissons, il est le verbe. Et c'est pour ça qu'on écrit reconnaissons ONS. Pas parce qu'il y a les devant, mais parce que nous exige que la terminaison soit ONS. Et c'est comme ça, comme ça. Le pronom personnel. Alors, tous les autres pronoms personnels, on les rencontrera en cours de route. On avait parlé du mot leur et du mot lui. Je le signale tout de suite parce que il est un grave problème. Et ce mot leur et le mot lui, alors le mot leur, il est le pluriel de lui. Quand on dit « je lui parle », c'est qu'à ce moment-là, je ne parle que d'un individu. Si je dis « je leur parle », c'est qu'à ce moment-là, je parle à plusieurs individus. Alors, le mot « leur », il est pluriel. S'il est pluriel, lui, il est singulier. Alors, s'il n'y en a qu'un, ça va être lui. S'ils sont plusieurs, ça va être leur. Et le mot « leur » et le « UR », il est le pluriel. Donc, il ne s'accorde pas. Il est pluriel, tout simplement. Vous allez me dire, mais pourtant, il me semble que j'ai déjà vu, moi, le mot « leur » et le « URS ». Moi aussi, je l'ai déjà vu. Vous allez me dire, oui, mais si tu l'as déjà vu, pourquoi tu ne mets pas d'S, là? Je ne mets pas d'S parce que le mot « leur » n'est pas placé devant un nom. Et voyez-vous, il faut reconnaître toujours les noms, les adjectifs, puis les verbes, etc. Si je dis, ils ont mis leurs souliers de course. Quand on va dire leurs souliers de course, c'est qu'ils sont plusieurs à ce moment-là. Pas parce qu'il y avait deux souliers. Non, si je ne parle que d'un individu, je vais dire Pauline a mis ses souliers de course. Regardez, Pauline a mis ses souliers parce qu'il n'y a qu'une personne. Et ça, c'est une chose sur laquelle je veux peut-être insister. Pour une raison, c'est qu'il y a quantité de gens qui vont dire à l'occasion, quand est-ce que je mets ses, quand est-ce que je mets leur? Mais si je dis Pauline a mis ses souliers de course, ses, ça, c'est le pluriel de son. Son, ça, c'est le singulier. Et ses, c'est le pluriel. Tandis que si on dit Pauline et Francine, Pauline et Francine sont allées faire leurs exercices, elles ont mis, est-ce que je dirais ses souliers? Je dirais, elles ont mis leurs souliers de course. Et là, je resterai avec le nom commun du masculin pluriel et le mot leur sera placé devant un nom. Qu'est-ce qu'on a devant un nom? Un déterminant, et ce sera un article. Non, ce ne sera pas un article lalet. Alors, ce sera quoi? Un déterminant, adjectif. Et quelle sorte d'adjectif quand on dit « elles ont mis leurs souliers », c'est à elles. Donc, si elles sont les possesseurs, alors on va avoir un adjectif possessif. Un déterminant, adjectif possessif, et le mot « leur » prend un S parce qu'il est placé devant un nom en indiquant le possesseur, ou celle qui possède, Francine et Pauline. Ce sont celles qui possèdent les souliers. Alors, elles ont mis leurs souliers. Si je n'en ai qu'une, elle a mis ses souliers. Et faisons bien la distinction. Quand je dis elle a mis ses souliers, est-ce que ce sont les souliers que je montre? Mais pas du tout. Ce ne sont pas les souliers que je montre. Si c'était les souliers que je montre, elle a acheté ses souliers. Elle est dans un magasin de chaussures, et puis elle a acheté ses souliers. Ah, ce sont ces souliers que je montre. Là, c'est possible. À ce moment-là, ce sera CES. Et c'est le sens qui va vous permettre de dire que ce sera un
adjectif soit un adjectif démonstratif ou un adjectif possessif. C'est un ou l'autre. C'est inévitable. Alors, l'adjectif démonstratif va montrer ce sera ce sera CES. L'adjectif possessif, ce sera son à lui et ce sera ses, SES. Et là, ne restons pas avec des trucs et des habitudes, là. De grâce, ne prenons pas les trucs, là. Laissons de côté tous ces trucs en disant je remplace ça par ça. Non, 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 non. Regardez le sens et regardez la logique. Et la logique va vous dire, si vous connaissez ces deux mots-là, la logique va vous dire que l'adjectif, si je les montre, ce sera CES. Si je dis ce tableau, alors je le montre. Je ne dis pas que c'est à quelqu'un, je le montre. Et si je dis qu'il est possesseur, bien, il a apporté son veston. Et son SON, et non pas SONT. Parce que son, c'est le possesseur. On indique le possesseur, et si c'était au pluriel, il a mis ses souliers de course. SES, à ce moment-là. C'est simplement de la compréhension logique. Et à ça, je dis tout de suite, là, nous allons regarder avec l'adjectif qui est démonstratif et le pronom démonstratif, l'adjectif possessif et le pronom possessif, l'adjectif indéfini et le pronom indéfini. Nous l'avions dit déjà à la fin de l'émission précédente. Mais comme c'est vraiment important de maîtriser ça, et pourquoi je le redis encore, c'est que j'ai tellement reçu d'appels, j'ai tellement reçu de lettres où on me dit constamment, ce que j'aime, c'est que tu reviens de temps en temps. Alors vous allez peut-être dire, oui, mais si c'était une exposée, puis après ça, tu passais à une autre explication, on pourrait l'enregistrer, puis on y va directement. Mais moi, j'y vais, moi, pour ceux qui ont de la difficulté en français. Je donne pas le cours, moi, là, pour vendre des cassettes, il n'est pas question de ça. Moi, ce que je veux, c'est que toute la population du Québec, cette année, puisse maîtriser leur langue française. Et c'est là mon but. Et quand j'aurai atteint ce but-là, je me dirai, chapeau, j'ai fait mon effort. J'ai rendu le service à la population. Alors, quand je regarde mes deux cas, je regarde ici adjectif et pronom. Et quand je dis adjectif et pronom, je vais marquer ici démonstratif. Alors, quand je dis démonstratif, ça veut dire que si c'est un adjectif démonstratif, j'ai ici un nom. Si c'est un pronom démonstratif, qu'est-ce que c'est? Il n'y aura pas de nom. Il n'y aura pas de nom. Exemple, ce tableau est blanc, celui-là, celui que je montre là-bas, est noir. Alors, quand je dis celui-là, qu'est-ce que je fais? Je remplace le nom tableau, ce tableau-là, j'enlève le nom ce tableau-là et je remplace celui, le tableau, par celui-là. Et celui-là, pronom démonstratif. Parce que je le montre. La même chose pour les pronoms possessifs. Quand je dis mon veston est gris, le tien est bleu. Le tien, pronom possessif, c'est tout simplement, on indique le possesseur. On n'a pas besoin de les apprendre par cœur, les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Non, non. Quand vous le rencontrez, vous connaissez votre pronom démonstratif, l'adjectif démonstratif ou pronom, l'adjectif possessif ou pronom, l'adjectif indéfini ou le pronom, et après ça, l'adjectif interrogatif. Alors, quand je rencontrerai l'adjectif interrogatif, je vais dire un petit mot tout rapidement ici. Rapidement. L'adjectif indéfini, on l'avait dit la semaine dernière, on a dit plusieurs élèves sont partis aux activités sportives, d'autres sont aux études, etc. D'autres, qui ça d'autres? D'autres élèves. Donc, s'il remplace le nom élève, d'autres est un pronom indéfini. Et qu'est-ce que c'est qu'on dit quand on dit d'autres? On n'a pas précisé qui. Alors, comme on ne fait pas de précision, c'est indéfini, tout simplement. Et quand on a tout ça dans la grammaire, c'est très facile de le retrouver. Je viens à pronom interrogatif, tout juste en passant, pour dire que quand je dis quel âge
as-tu? Que je disais l'autre jour. Quel âge as-tu? Je pose une question. Donc, j'interroge. Donc, c'est une interrogation. Et quand je dis quel âge, je détermine le nom âge en posant une question. C'est un adjectif interrogatif. Si maintenant, je dis quel est ton nom? Quel est ton nom? Et je pose encore une question. Et je dis quel est ton nom? Je ne connais pas le nom. Il remplace le nom. Encore là, faudra-t-il faire attention? Il y a des grammairiens qui nous disent que quel, dans ce temps-là, est un adjectif interrogatif. Mais moi, je veux dire ceci. Si c'est un adjectif interrogatif, il détermine un nom. Est-ce qu'il est en quelque part le nom? Il ne l'est pas. Il n'est pas inscrit à nulle part, donc il ne détermine pas un nom. Qu'est-ce qu'il fait? Il remplace le nom. Et si vous me donnez le nom, puis vous me dites, par exemple, c'est Marcel, alors je vais mettre un point, je vais l'enlever l'interrogation, et je vais dire, Marcel est ton nom. Ah, j'ai appris ça, là. Je sais que Marcel est ton nom. Je remplace le nom par la question, quel est ton nom? Et lequel, il est un pronom interrogatif. Certains grammairiens se chicanent de ce côté-là, mais je voyais un grammairien ainsi qu'un docteur en lettres en France qui disait que lorsque quel est suivi du verbe être, que le mot quel peut être pronom interrogatif. Et moi, je me suis inspiré dans ma grammaire de ces deux grammairiens qui sont des docteurs en lettres, à qui je dis merci parce que quel est ne détermine pas un nom, mais il remplace bel et bien un nom. Nous aurions également qui a parlé. Qui est un pronom interrogatif. Oui, qui est un pronom interrogatif. Pour quelle raison? Parce qu'on pose une question. Qui? Alors, si je le connais, après ça, je vais dire qui? Mais je vais nommer l'individu en disant tout simplement Pierre est ton nom. Et c'est un petit peu sur ça qu'on va terminer notre émission, où on a fait une révision de ce que nous appelons les pronoms. Les pronoms. Maintenant, habituellement, je termine en disant la petite phrase « Qui en sait peu le répète souvent. » Qui en sait peu le répète souvent. Bonjour.